Radio Classique. Radio Classique, l'invité de l'économie. Il est 7h43 sur Radio Classique. Joachim Bitterlich, ancien conseiller diplomatique du chancelier Helmut Kohl, est donc notre invité ce matin sur Radio Classique. Bonjour. Bonjour. Et merci d'avoir accepté notre invitation. On devait parler d'abord du voyage de Manuel Valls à Berlin, mais l'actualité nous impose de nous intéresser à l'Ukraine, pays que vous connaissez très bien. Vous vous y êtes rendu à de très nombreuses reprises, Joachim Bitterlich. Quelles sont, à votre avis, les intentions de Vladimir Poutine ? Est-ce qu'il est en train de reproduire dans l'est de l'Ukraine ce qui s'est passé déjà en Crimée, selon vous ? Je pense que c'est une sorte de montée de la tension voulue avant les négociations prévues cette semaine à Genève. Les Russes veulent négocier avec les Américains, entre superpuissances, le statut de l'Ukraine future, à l'Union européenne d'exécuter en sorte. Et ce que Poutine veut atteindre, c'est une neutralité de l'Ukraine dans le futur et un refus catégorique de l'entrée de l'Ukraine dans l'OTAN. Dans l'OTAN, ce qui serait la phase ultime après un éventuel arrimage de l'Ukraine à l'Union européenne. Exactement, c'est ça l'objectif de Poutine. Les Européens peuvent-ils accepter cette fédéralisation ? C'est ce qu'avait proposé d'abord Poutine de l'Ukraine dans un premier temps. En sorte, il faut comprendre pourquoi Poutine veut éviter la constitution d'un État central, donc avec un certain poids de l'ouest de l'Ukraine, dans un arrimage trop fort de l'Ukraine à l'Union européenne. Je pense que les Russes n'ont rien contre à ce qu'il y ait un accord de libre-échange, un accord de coopération, une coopération même financière étroite entre l'Union européenne et l'Ukraine, mais ce qu'ils veulent, c'est préserver les liens entre l'Ukraine et la Russie. Pour les Russes, l'Ukraine, c'est une émotion, c'est un symbole, c'est le symbole de l'histoire de la Russie. Et c'est pour ça que les Russes ne veulent pas lâcher ce territoire à l'ouest, si vous voulez. C'est ça l'objectif. C'est l'un des plus gros anciens satellites de l'ex-Union URSS, finalement, aussi. Non, je dirais c'est le fondement de la Russie moderne. N'oubliez pas que Kiev a été pendant plus que 400 ans la capitale de la Russie. C'est le cœur de la Russie. Et n'oubliez pas la résistance. La plus grande résistance contre Hitler pendant la Deuxième Guerre mondiale a eu lieu en Ukraine. Et surtout, la bataille d'Odessa, qui a précédé celle de Stalingrad, a été le plus grand nid de résistance de l'Union soviétique contre Hitler à l'époque, avec un nombre énorme de morts à l'époque. N'oubliez pas la valeur symbolique de l'Ukraine, de la Crimée et d'une partie de l'Ukraine pour la Russie. Et ça, les Européens ont un peu tendance à l'oublier, selon vous ? Je pense que les Européens ont totalement oublié. Ils ont fait fausse route quelque part en mettant les Ukrainiens devant le choix impossible. Soit l'Union européenne, soit la Russie. On ne peut pas mettre ce pays devant ce choix aujourd'hui. Peut-être en 25 ans, peut-être en 50 ans. J'en sais rien. L'histoire va le montrer. Mais aujourd'hui, dans la situation actuelle, je pense que c'était une faute assez grave de la part des Européens. Les Européens ne sont manifestement pas tous d'accord sur l'attitude à adopter vis-à-vis de la Russie et vis-à-vis de l'Ukraine. L'Allemagne, notamment, ne serait pas tout à fait sur la même ligne que les autres pays. Pourquoi ? Il y a une relation spéciale de l'Allemagne à la Russie ? Je pense que l'Allemagne, est comme la France, on laissait aller Bruxelles trop longtemps à cet égard. Je pense que l'Allemagne et la France ne sont pas en désaccord sur l'Ukraine, sur une attitude, je dirais, prudente des Européens. Ce qui m'étonne, c'est Bruxelles qui est allé au-delà, poussé peut-être par les Polonais, par les Suédois, et ce qui m'étonne jusqu'aujourd'hui, pourquoi Paris et Berlin ont attendu aussi longtemps pour se mêler de l'approche de l'Union européenne à cet égard. Et je pense, Allemands comme Français ont une compréhension beaucoup plus forte à cet égard vis-à-vis des Russes que d'autres Européens. Joachim Bitterlich, un mot de Manuel Valls, qui est donc à Berlin aujourd'hui. Il ne rencontrera pas la chancelière Angela Merkel. Il va assister à une cérémonie autour de la guerre de 14, puisque cela fera 100 ans cette année qu'elle a eu lieu, qu'elle a démarré. Est-ce que c'est pas un peu bizarre, le Premier ministre français qui va à Berlin, qui ne rencontre pas la chancelière ? Bien, c'est le secret des calendriers des uns et des autres. Paris n'est pas mieux que Berlin à cet égard. Les deux capitales sont pratiquement en vacances, si vous voulez. Et je pense qu'il y a eu une consultation entre le Matignon et la chancellerie pour que cette visite ait lieu malgré l'absence de la chancelière en vacances.
Il verra en revanche Sigmar Gabriel, qui est à la fois le verra patron du SPD et en même vice-chancelier. temps le vice-chancelier. Ça rattrape un petit peu. Oui, allez-y. C'est un bon signe, je dirais, de départ. Hmm. Que Valls, à mon avis, a repris un engagement de son prédécesseur et il a insisté d'y aller. Il participe, je pense, à une commémoration qui est importante pour se souvenir de 1914. Il faut mettre cela en exergue. Et en même temps, Manuel Valls a évidemment d'autres objectifs à développer ensemble avec Berlin dans les mois à venir. Est-ce que la France et l'Allemagne ne sont pas, après 2 ans de pouvoir de François Hollande, désormais dans 2 trajectoires opposées ? L'Allemagne hyper vertueuse, 0% de déficit cette année, la France incapable de ramener son déficit à moins de 3%, et qui conteste par ailleurs les vertus de l'austérité budgétaire prônée par Berlin. Chaque pays a sa stratégie, son approche vis-à-vis de la situation économique et financière. Ça, c'est une réponse de diplomate. Non, pas du tout. Les Allemands ont fait leurs réformes dans la première décennie de ce siècle, sous Gerhard Schröder. Ils ont pris un certain avantage à cet égard. La France, malheureusement, qui est devenue le souci numéro 1 des Européens, n'a pas fait ses réformes pendant toute cette décennie. La France doit rattraper, et d'où la tâche assez lourde pour François Hollande et Manuel Valls aujourd'hui, c'est-à-dire de rattraper ce retard vis-à-vis de l'Allemagne. Pour moi, il ne s'agit pas, c'est pas une question d'austérité pour les Allemands. Pour les Allemands, c'est la question d'un budget qui doit être sain. C'est-à-dire, vous ne pouvez pas dépenser plus que ce que vous gagnez. D'où ces réflexes des Allemands de vouloir développer jusqu'à la fin de cette décennie un budget équilibré, non seulement au niveau fédéral, mais aussi au niveau des Länder. D'ailleurs, une charge assez lourde pour les Länder et un devoir, je dirais, assez dur. Mais en même temps, ça n'exclut pas du tout de suivre en parallèle une politique ciblée de croissance, une politique ciblée pour l'emploi. Regardez la situation de l'emploi en Allemagne, mais en même temps, ce gouvernement de la grande coalition en Allemagne est accusé par beaucoup de scientifiques d'avoir de suivre une politique, je dirais, trop lâche et de sacrifier pratiquement tous les avantages que l'Allemagne a acquis ces dernières décennies. Faites allusion au SMIC qui va être généralisé à partir de 2015. Pas seulement le SMIC, c'est surtout la retraite à 63 ans, où l'Allemagne a fait volte-face. Certains disent, mais si vous faites la retraite à 63, il faut en même temps encourager celle de 70 ans. Ce serait beaucoup plus équilibré. Et il y a évidemment le SMIC qui n'est même pas différencié, comme les Anglais l'ont démontré. Il y a quelques cadeaux, si vous voulez, de ce gouvernement côté social. Si ces cadeaux aident pour relancer davantage encore une conjoncture intérieure, j'ai un doute. En tout cas, l'Allemagne est entrée dans une ère de sous-performance, si vous voulez, sous-performance économique. Elle pourrait faire mieux. On est en train de casser un petit peu le business model allemand, entre guillemets, selon vous ? Non, je pense pas. Ça va pas aussi là. Je vois un seul risque dans le business model allemand, si vous voulez, c'est la politique énergétique. La sortie du nucléaire en 2022. C'est pas la sortie du nucléaire. Les Allemands sont décidés à un moment contre le nucléaire. Ils veulent développer les renouvelables. Ils veulent développer un régime sans nucléaire, mais ils sont allés trop loin à cet égard avec la subvention, avec les subventions des renouvelables et surtout du solaire. D'où un fardeau assez dur pour l'économie allemande, allégée dernièrement par la Commission européenne. Mais là, pour moi, il y a un problème de fond, c'est la politique énergétique, où la France et l'Allemagne pourraient encore trouver une voie pour aller ensemble de manière complémentaire et pour faire une sorte de programme de relance européenne. C'est un autre sujet, malheureusement. Merci beaucoup, Joachim Bitterlich, d'avoir été avec nous ce matin. Ancien conseiller diplomatique donc d'Helmut Kohl, invité de l'économie de Radio Classique. Merci et bonne journée. Avec